le couteau s'enfonçait dans ma chair avec une précision chirurgicale, et je sentis le sang chaud couler comme un vin rouge renversé sur la nappe d'un dîner bourgeois. « C'est pour toutes les larmes que tu m'as fait verser, Élise, murmura-t-elle, ses yeux verts brillants d'une haine que j'avais semée 10 ans plus tôt au lycée. Je mourus en riant, un rire amer, parce que dans ce dernier souffle, je compris, mon mari, ce traître aux mains douces, avait tout orchestré pour elle, la fille que j'avais brisée sans remords. Et puis, le néant. Pas de lumière blanche, pas de tunnel angélique comme dans les contes pieux des bonnes sœurs. Juste un vide abyssal, où les regrets se muent en acide. Combien de temps? Une éternité, ou une seconde? Soudain, le choc, je rouvris les yeux, non pas dans les limbes, mais dans mon ancien appartement du Marais, celui que j'habitais avant mon mariage avec Antoine. L'odeur du café frais, le bruit des klaxons parisiens filtrant à travers les volets mi-clos, c'était le matin du 15 juin 2015. J'avais 25 ans. J'étais revenu. 30 ans dans le futur, et me voilà propulsé en arrière, dans ce corps jeune, intact, avant que la trahison ne commence à tisser sa toile. Je me redressai d'un bond, le cœur cognant comme un tambour de la Bastille en révolution. Mes mains tremblaient en effleurant mon visage dans le miroir ancien, ce miroir que j'avais hérité de ma grand-mère, avec son cadre doré écaillé. Pas de cicatrices, pas de rides creusées par les nuits d'insomnie après la mort d'Antoine, non, après son suicide apparent, que j'avais faim de croire. Parce que oui, j'avais su. J'avais toujours su qu'il m'avait trahi avec elle, Camille Duval, cette ombre du passé que j'avais écrasée sous mes sarcasmes au lycée Henri IV. La petite intello aux lunettes épaisses, l'appelais je, et mes amis riaient, un cœur de hyène en jupe plissée. Elle avait fui Paris pour Lyon après le bac, brisé, et moi, j'avais gravi les échelons, études à Sciences Po, stage chez un député, puis le job de rêve dans une galerie d'art du 7e arrondissement. Et Antoine? Il était apparu comme un prince charmant, héritier d'une fortune en immobilier, avec ses yeux bleus et son accent du sud qui faisait fondre les cœurs. Mais dans cette vie-là, la mienne précédente, tout avait basculé lors de notre lune de miel à Saint-Tropez. J'avais surpris un appel, Camille, ma chérie, Élise ne se doutera de rien. La succession sera à toi. Mon sang s'était glacé, mais l'orgueil m'avait muselé. J'avais faim l'ignorance, engrangé les années, les dîners mondains, les voyages à Deauville. Et quand il se suicida à une chute du balcon de notre pentouse place des Vosges, un soir d'orage, son testament m'avait poignardé plus sûrement que n'importe quel couteau. Toute sa fortune, les immeubles haussmanniens, les vignobles en bordelais, les comptes offshore, légués à une fondation au nom de Camille Duval. Pour réparer les injustices du passé, avait-il écrit. Injustices? Les miennes, ou les siennes? J'avais contesté, hurlé dans les couloirs des tribunaux, mais les avocats, ces requins en costume 3 pièces, avaient tout verrouillé. Et Camille, cette vipère, était revenue d'entre les morts, désormais galeriste triomphante, elle m'avait invité à un vernissage amical ou pour clore le chapitre. Là, dans l'ombre des tableaux de Basquiat, elle m'avait tué. Pas de témoin. Juste son sourire, et mon sang sur le parquet ciré. Maintenant, dans ce 15 juin 2015, je serrais les poings jusqu'à ce que mes ongles entaillent les paumes. La vengeance n'était plus un fantasme alcoolisé dans les nuits solitaires, elle était une urgence, une lame affûtée dans ma main. Mais comment? Antoine n'était encore qu'un flirt distant, rencontré à une soirée chez des amis communs. Camille? Une fantôme enfouie dans les archives de mon adolescence cruelle. Je devais réécrire l'histoire, semer le doute avant qu'il ne germe en poison. D'abord, me rappeler chaque détail, les lettres qu'ils s'échangeaient sous mes yeux aveugles, les rendez-vous masqués en voyage d'affaires, le jour où Antoine avait acheté cette bague pour elle, pas pour moi, lors d'un séjour à Genève. Je m'habillai rapidement en une robe chemise Lanvin, talons Louboutin, parce que même en guerre, une Parisienne reste impeccable. Le téléphone sonna, c'était Sophie, ma meilleure amie de l'époque, qui insistait pour que je vienne à une expo ce soir-là. Antoine sera là, ma chérie. Il est divin. Je souris dans le vide. Divin? Un serpent en peau d'agneau. J'arrive, répondis-je, la voix suave. Mais en sortant, je m'arrêtai au café du coin, le Procope, ce bastion historique où Voltaire tramait ses complots. Un espresso serré, et un plan, fouiller le passé de Camille. Pas par jalousie gratuite, non. Par nécessité. Je sortis mon iPhone ce modèle 6 tout neuf et tapé et Camille Duval Lyon. Les résultats défilèrent, une thèse en histoire de l'art à l'ENS, un poste modeste dans une galerie lyonnaise.
Mais un lien cliquable, un article du Figaro sur une jeune prodige qui remontait à Paris pour un stage. Daté d'il y a 2 mois. Elle était déjà là, tapie dans l'ombre, attendant son heure. Le vernissage se tenait dans une galerie chic du faubourg Saint-Honoré, l'air saturé de parfums Chanel et de murmures fins sur les prix exorbitants des toiles abstraites. Antoine était là, adossé à un pilier de marbre, un verre de Sancerre à la main. Grand, charpenté comme un rugbyman toulousain, avec cette fossette au menton qui faisait chavirer les cœurs. Nos regards se croisèrent, et il s'approcha, galant. « Élise, vous illuminez la pièce. » Je ris, un rire calculé, et effleurai son bras. « Et vous, Antoine, vous la rendez supportable. » La danse commença, flirt léger, allusion volée à nos vies, la mienne, dorée par un père banquier, la sienne, alourdie par un oncle veuf qui lui léguait déjà des bribes d'empire immobilier. Mais mon œil guettait l'entrée. Et elle apparut, Camille, transformée. Plus de lunettes, une coupe au carré impeccable, une robe midi en soie verte qui soulignait sa silhouette élancée. Elle discutait avec le galeriste, voix basse, geste précis. Nos yeux se heurtèrent une fraction de seconde, reconnaissance fugace, ou coïncidence? Elle détourna le regard, mais je vis le tremblement de sa lèvre. Elle se souvenait. Bien. Ce soir-là, je rentrais seul, mais pas vide. Dans le métro, sous les néons blafards, je composais un message anonyme via une app jetable, Camille Duval, tes secrets de lycée ne sont pas enterrés. Souviens-toi d'Élise Moreau. On se reverra. Envoyé à son adresse LinkedIn, facile à trouver. Les jours suivants furent une fièvre méthodique. Je contactai un détective privé, un ancien flic du 36 quai des Orfèvres, via un ami de mon père. Fouillez-moi son passé, discrètement. Et celui d'Antoine de Vigny. Le rapport arriva en PDF crypté, Camille avait grimpé vite à Lyon, mais avec des ombres. Un avortement clandestin à 19 ans, financé par un prof marié. Une plainte pour harcèlement enterrée par manque de preuves. Et Antoine? Une liaison brève avec une ex, mais rien de grave. Sauf un détail, une donation récente à une association d'aide aux victimes de bullying scolaire. Signé Ave de V. Pour elle? Pas encore prouvé, mais l'odeur de trahison flottait déjà. Je décidai de frapper tôt. Un dîner improvisé avec Antoine, chez lui, dans son loft du Sentier. Vin de Bergerac, foie gras, et des questions anodines qui creusaient. Votre famille est si traditionnelle. Pas de squelette dans les placards? Il rit, mais ses yeux s'assombrirent. Et vous, Élise? Le lycée, c'était comment? Pas trop de drames adolescents? Je posai ma fourchette. Oh, des drames. J'ai été une peste, avouons-le. J'ai brisé une fille, une fois. Camille Duval. Vous la connaissez? Silence. Un battement de cils trop long. Vaguement. Une connaissance de province. Mensonge. Je souris intérieurement. La toile se resserrait. Bientôt, les premiers craquements. Camille m'envoya un email poli, « Chère Élise, quel plaisir de te croiser l'autre soir. Le destin est facétieux, n'est-ce pas? Facétieux? Plutôt machiavélique. Je répondis, absolument. Dînezons, pour rire du passé. Elle accepta. Au Fouquet's, sous les lustres art déco, nous nous assîmes face à face, deux louves en fourrure. Tu as changé, dit-elle, vin rosé à la main. Toi aussi. Plus de larmes pour les moqueries? Ces jours osirent. J'ai appris à pardonner. Et toi? Toujours à piétiner les autres pour briller? Le ton montait, masqué par des sourires. Je lâchai la bombe, Antoine parle souvent de toi. Des injustices et à réparer. Ses yeux s'écarquillèrent. Bingo. De là, la guerre s'emballa. Je sabotai subtilement son stage, un appel anonyme au galeriste, murmurant des rumeurs de plagiat sur sa thèse. Elle fut rétrogradée, furieuse. Antoine, sentant le vent tourner, multiplia les attentions, bijoux de chez Cartier, week-end à Biarritz. Mais je jouais le jeu, tout en creusant. Le détective trouve alors des emails entre eux, datant d'1 an. Ma Élise adorée est un monstre, mais je l'aimerai pour son argent. Attends-moi, Camille. La fortune sera nôtre. Mon cœur se serra, non de douleur, mais de rage pure. Il me voyait comme un coffre-fort sur pattes,
ignorant que mon père m'avait déjà promis la banque familiale. La décision controversée vint un soir pluvieux, place Vendôme. J'hésitais, un verre de cognac à la main. Tu es? Non, trop vulgaire, trop américain. Non, une ruine morale, sociale. J'appelais un hacker freelance, un gamin de Nanterre aux doigts magiques. Effacer leurs traces financières. Transférer des fonds vers des comptes offshore, au nom de causes douteuses. Illégal? Absolument. Mais la loi du talion n'a jamais été écrite pour les saints. Les premiers signes, Antoine paniqua, ses investissements en chute libre. Quelqu'un me sabote, confia-t-il au lit, après une nuit d'amour fin. Je feignis l'inquiétude, caressant son dos. Qui oserait? Camille, elle, sombra plus vite. Perdu son job, harcelée par des créanciers fictifs que j'avais inventés. Elle m'appela, voix brisée, c'est toi, n'est-ce pas? Arrête, Élise. On peut en parler. Je ris, froidement. Parler? Comme au lycée, quand je t'ai fait pleurer devant toute la classe? Elle raccrocha, en larmes. Satisfaction? Éphémère. La nuit, les fantômes revenaient, mon propre reflet, adolescente, moqueuse, vide. Étais-je meilleur qu'eux? Les mois suivants furent un ballet de masques, un opéra bouffe où chaque aria cachait un poignard. Antoine me demanda en mariage lors d'un gala à l'Opéra Garnier, sous les lustres de cristal qui pleuraient leur lumière sur la fosse d'orchestre. Épouse-moi, Élise. Ensemble, nous régnerons sur Paris. Je dis oui, les larmes aux yeux des larmes de triomphe, pas d'amour. La bague, un solitaire de 5 carats taillé en France, scintilla comme un œil accusateur. Les félicitations affluèrent, ma mère, avec son collier de perles, murmura enfin, une alliance digne, son oncle, le patriarche de Vigny, tapa dans le dos d'Antoine en ricanant la fortune reste dans la famille. Ignorant. La famille, c'était moi, désormais, et je la dissécrais de l'intérieur. Le mariage fut un chef-d'œuvre de décadence, cathédrale Notre-Dame, encore intacte en 2015, avec ses vitraux filtrant la lumière comme des souvenirs tachés de sang. La robe, un nuage de tulle signé Delphine Manivet, et Antoine en queue de pie, l'air d'un duc de pacotille. Camille n'était pas invitée ou une connaissance lointaine, balaya-t-il d'un geste. Mais elle envoya un cadeau, un livre ancien, Les liaisons dangereuses de Laclos, avec une dédicace, pour que l'histoire ne se répète pas. Ou peut-être que si. Je le brûlai dans la cheminée de notre suite à l'hôtel Meurice, les flammes dansant comme des démons rieurs. La lune de miel à Saint-Tropez fut le théâtre de ma première vraie frappe. Nous logions dans une villa perchée sur les falaises, avec vue sur la mer Méditerranée qui lapait les rochers comme un chat repu. Le premier soir, champagne millésimé et huîtres de chez Prunier, je glissai dans la conversation, j'ai revu Camille récemment. Elle semble obsédée par le passé. Antoine pâlit sous son bronzage naissant. Pourquoi en parles-tu maintenant? Je haussai les épaules, nu sous la soie de mon peignoir. Parce que je sais, chérie. Pour elle, les injustices et point. Il se figea, le verre en suspens. Qu'est-ce que tu racontes? Je sortis l'imprimé des emails, que le hacker avait récupéré. Ça. Et ça. Les preuves s'étalèrent sur la table basse en tech, transfert bancaire vers Lyon, mots doux codés, promesse de legs. Son visage se décomposa, passant du choc à la supplique. Élise, écoute-moi. C'était avant toi. Une folie de jeunesse. Elle me rappelait mes propres blessures à mon père, parti trop tôt, laissant des dettes. Pathétique. Je ris, un rire qui claqua comme un fouet. Et moi? Ton trophée pour effacer tes cicatrices? Il tenta de me toucher, mais je reculai, le regard d'acier. Non. Tu paieras. Pas avec ta vie trop facile. Avec tout ce que tu aimes. Cette nuit-là, il dormit sur le canapé, moi, dans le lit king size, je planifiais. Le lendemain, appel au même hacker, bloquer ses accès au compte Vigny. Faites-le passer pour une cyberattaque russe. Les médias s'emparèrent de l'affaire, héritier immobilier victime d'espions numériques. Antoine rentra à Paris en urgence, laissant la lune de miel en cendres. De retour dans la capitale, la tension grimpa d'un cran. Je m'installai dans notre hôtel particulier du 16e, avec ses tapisseries Louis XV et ses domestiques discrets. Antoine passa ses journées au commissariat, jurant sur l'honneur que ce n'était pas moi ou ironie divine. Pendant ce temps, je cultivais Camille.
Un thé chez La Durée, sur les Champs-Élysées, où les macarons pistaches masquaient l'amertume. Il t'a trahi aussi, n'est-ce pas, dis-je, feignant la compassion. Elle hocha la tête, les yeux rougis. Depuis le lycée, Élise. Tu m'as volé ma confiance, et lui. Il a volé mon avenir. Volé? Elle avait comploté pour le mien. Mais je jouais le jeu, allions-nous. Détruisons-le ensemble. Ses lèvres tremblèrent. Vraiment? Vraiment. Aveugle à ma duplicité, elle mordit à l'hameçon. Le plan se déploya comme un roman de Zola, naturaliste, impitoyable. Je fournis à Camille des faux documents en factures gonflées, preuve de malversation d'Antoine dans ses affaires immobilières. Utilise-les pour le ruiner, murmurai-je lors d'une promenade au jardin des Tuileries, sous les statues muettes des rois déchus. Elle contacta un journaliste du Canard enchaîné, ce torchon satirique qui adore écorcher les puissants. L'article sortit un mardi pluvieux, Antoine de Vigny, le prince du béton, soupçonné de blanchiment via des loyers fictifs. La bourse trembla, ses actions familiales chutèrent de 30%. Il rentra ivre, ce soir-là, et me gifla pour la première fois. C'est toi. Toujours toi. Je touchai ma joue, sentant le sang perler. Preuve. Il hurla, lança une vase mine contre le mur. Les éclats volèrent comme des promesses brisées. Mais la gifle fut mon déclencheur. Le lendemain, je consultai Maître Lefebvre, l'avocat le plus retors de la place Vendôme, un homme aux lunettes cerclées d'or qui avait défendu des mafieux italiens. Divorcez-moi. Et contestez la succession potentielle. Il arqua un sourcil. Vous anticipez sa mort? Je souris. Disons que je prépare le terrain. Les papiers furent déposés en secret, avec une clause, en cas de suicide, tout lui revenait à moi. Ironie? Non, justice poétique. Antoine, sentant le filet se resserrer, tenta de se réconcilier, dîner aux chandelles chez Taïwan, murmure d'amour éternel. Je feignis le pardon, mais la nuit, je textai Camille, pousse-le au bord. La controverse éclata lors d'une réception chez l'ambassadeur d'Espagne, au Quai d'Orsay. Antoine, éméché, accusa publiquement un complot féministe contre les hommes d'affaires. Ma femme et son amie d'enfance, ces sorcières, veulent ma peau. Les flashs crépitèrent, les invités ou du gratin parisien murmurèrent. Le Monde titra, crise conjugale chez les Vigny, alcool et accusations sexistes. Mon nom fut traîné dans la boue, mais je m'en moquais. La presse, cette hydre aux 1000 têtes, se tourna contre lui. Camille, de son côté, porta plainte pour diffamation à un coup de maître que je lui avais soufflé. Il perdit des contrats, des amis, son oncle le déshérita partiellement au profit d'une branche cadette. Pourtant, les doutes me rongeaient. Dans les miroirs de Versailles, où je m'étais réfugié pour un week-end solitaire, je voyais non plus la vengeresse, mais l'adolescente cruelle, celle qui avait forcé Camille à manger son déjeuner par terre, sous les rires. Étais-je en train de devenir pire qu'eux? Une nuit, je rêvais de mon meurtre, le couteau dans ma chair, son visage triomphant. Je me réveillais en sueur, le cœur lacéré. Non. La rédemption? Trop tard. La vengeance était ma renaissance, ou ma damnation. Antoine tenta le suicide la première fois en septembre, avalant une poignée de somnifères dans son bureau du boulevard Haussmann. Je le trouvai, appelé les urgences avec un sang-froid glacial. À l'hôpital Cochin, il murmura, « Pourquoi me hais-tu autant ?» Je serrai sa main, voix douce, « Parce que tu m'as haï en premier. » Il survécut, amaigri, brisé. Camille, informée par moi, vint le voir en secret. Je l'ai surpris dans la chambre, mains enlacées. Rage. Pure. Le hacker frappa à nouveau, effacement de leur communication, plantage de preuves de chantage mutuel sur leur serveur. La tension culmina en novembre, lors des pluies automnales qui noyaient Paris en grisaille. Un dîner à 3 mon idée diabolique. Chez nous, chandelle vacillante, bœuf bourguignon mijoté par la cuisinière. Pour enterrer la hache, dis-je. Ils s'assirent, méfiants, yeux fuyants. Le vin coula, les langues se délièrent. Tu m'as volé ma vie, Élise, cracha Camille. Et toi, Antoine, tu m'as utilisé comme un pion. Il bondit, c'est elle qui t'a manipulé. Le verre vola, le sang coula au le sien, entaillé par un éclat. Je composai le 15, feignant la panique. Mais avant, un enregistrement discret, leurs aveux, capturés par mon téléphone caché.
L'hiver 2015 s'abattit sur Paris comme une malédiction biblique, neige précoce, grève des transports, et un froid qui s'infiltrait jusqu'aux os de mon âme. Antoine, sorti de l'hôpital avec des cicatrices invisibles, erra comme un fantôme dans notre hôtel particulier. Les meubles empires semblaient le railler, ces reliques d'un empire perdu. Il buvait du cognac au petit déjeuner, fixant les fenêtres embuées sur l'avenue Foch. « Je vais tout perdre », marmonna-t-il. Je hochai la tête, compatissante en surface, « On s'en sortira, mon amour. » Mensonge. Le divorce était en marche, maître Lefebvre ayant déposé les papiers sous seigne privée. Et Camille? Elle s'était terrée dans un studio de Belleville, survivant de pige freelance, son rêve de galerie en ruine. Mes textos l'alimentaient en venin, il te pleure encore. Mais moi, je sais tout. La revanche prit un tour plus sombre, plus controversé. J'embauchai un psy véreux, un ancien de la salpêtrière reconverti en consultant pour les élites, pour suivre Antoine. Rapport truqué, paranoïa croissante, idées suicidaires. Je les fournis à son oncle, qui convoqua une assemblée familiale à leur château en Normandie. J'y assistai, robe noire comme un corbeau, et plaidai, il n'est plus lui-même. Protéger la fortune. L'oncle, un colosse à moustache blanche, acquiesça, gèle des actifs au nom d'Antoine. Rage. Il me confronta cette nuit-là, dans la bibliothèque au rayonnage de chêne, tu m'as castré, Élise. Pourquoi? Une vengeance d'enfant gâté? Je le giflai, durement. Pour ton amour empoisonné. Tu m'as choisi pour mon nom, pas pour mon cœur. Camille, de son côté, craqua la première. Un appel hystérique à 3 heures du matin, je suis enceinte. De lui. Que faire? Le monde bascula. Enceinte? Dans ma vie précédente, rien de tel où l'avait-elle avorté en secret. Garde-le, répondis-je, voix mielleuse. Et utilise-le contre lui. Elle obéit, aveugle. Rendez-vous clandestin dans des bistrots de Montmartre, où elle me racontait ses nausées, ses doutes. Je feignais l'ami, tout en informant le détective, filature, photo compromettante. Un tabloïd People, Paris Match, mordit à l'appât, l'héritier de Vigny impliqué dans un scandale d'adultère? La photo floue de deux, enlacée sous un réverbère, fit la une. L'opinion publique, cette putain versatile, se déchaîna, tweets enflammés sur le machisme des riches, pétition pour justice pour les femmes trompées. Ironie, j'étais la trompeuse, mais qui s'en souciait? Antoine sombra. Il vendit des immeubles à perte, tenta de me reconquérir avec des voyages forcés aux Venise, sous la pluie, gondole oscillant comme nos vies. Pardonne-moi, Élise. Camille n'était qu'un regret. Je le laissai m'embrasser sur le pont du Rialto, goûtant la trahison sur ses lèvres. Mais la nuit, dans notre suite au Danieli, je contactai le hacker, plantai des preuves de fraude fiscale. Faites-le passer pour un évadé. Le fisc frappa 2 jours plus tard, perquisition au siège Vigny, scellé sur les coffres. Il hurla mon nom dans les journaux, ma femme est une sorcière. Les féministes le lapidèrent en ligne, les conservateurs le pleurèrent comme un martyr. Ma propre ombre grandit. Lors d'un thé avec Sophie, ma confidente, elle me dévisagea, Élise, tu changes. Cette lueur dans tes yeux. C'est de la haine? Je balayai d'un rire, de l'ambition, chérie. Mais seul, dans mon bain moussant au sel de la mer morte, je revivais ma mort, le couteau, le sang, son triomphe. Non. Je ne la laisserai pas gagner. Camille, sentant le piège, tenta de me confronter. Rendez-vous au Père-Lachaise, parmi les tombes de Balzac et Proust, ces géants de la passion destructrice. C'est toi qui manigances tout, n'est-ce pas? Pour le lycée? Ses yeux, gonflés par la grossesse, brillaient de larmes. Je m'approchai, voix basse, oui. Et pour Antoine? Tu l'as volé. Elle recula, tu es monstrueuse. Monstre? Peut-être. Mais vivante. Le twist mineur survint en décembre, l'oncle de Vigny mourut d'une crise cardiaque, laissant un codicille. La fortune? Divisée, moitié à Antoine, moitié à une nièce spirituelle, Camille Duval, pour réparer les fautes du passé. Fautes? Les siennes, ou les miennes fantômes? Antoine, apprenant la nouvelle, s'effondra. Il me supplia, aide-moi à la contester. Ensemble. Je feignis l'hésitation, puis, d'accord. Mais divorce d'abord. Il signa, brisé.
Le procès s'annonçait, avocat en escadron, paparazzi aux abords du palais de justice. Mais la vraie controverse vint de moi. J'annonçais ma grossesse à un mensonge, une pilule oubliée pour simuler. Non, un test falsifié par un labo complice. Presse en délire, Élise Morovini, enceinte au cœur du scandale. Antoine vacilla, notre enfant? Je hochai la tête, larmes de crocodile. Il se rallia, combattant pour sa famille. Camille, l'autre enceinte, fut reléguée au rang de maîtresse. Elle m'appela, voix écorchée, salaud. Tu portes son enfant pour me détruire? Oui, admis-je. Et le mien grandira sur tes ruines. La tension physique explosa lors d'une audience préliminaire. Dans les couloirs lambrissés du tribunal, Antoine et Camille se croisèrent à accident orchestré par moi. Cris, accusations, traîtresse. Cocu. Les flashs immortalisèrent la scène. Le juge, un homme austère aux lunettes pincées, ordonna une médiation. Chez un notaire du Marais, nous nous assîmes, lui, elle, moi, et l'avocat comme un prêtre païen. Partageons, proposa Antoine, pâle. Camille, non. Tout pour l'enfant. Moi, ou rien pour personne. Le notaire lut le codicille, la fille humiliée était nommément Camille. Mon sang se glaça. Comment l'oncle savait-il? Recherche frénétique, l'oncle avait connu ma mère au lycée. Rumeur, il avait été mon complice involontaire dans le bullying, couvrant mes écarts pour plaire à la famille Moreau. Le codicille? Une vengeance posthume contre Antoine, pour avoir souillé le nom en aimant l'innocente. Twist, j'étais la cause profonde. Nuit blanche, whisky pur, je questionnais ma mère, l'oncle. Et Camille? Elle avoua, en larmes, il savait. Et il voulait réparer. Réparer? À mes dépens? La haute trahison me frappa, j'étais le poison originel. Mais trop tard pour l'absolution. Je poussai le plan final, payer un faux témoin pour accuser Camille de chantage. Elle fut arrêtée, menottée devant les caméras, son ventre proéminent comme une accusation muette. Antoine, horrifié, se tourna contre elle, monstre. Ironie cruelle. Le printemps 2016 fleurit à Paris comme une plaie ouverte, cerisier en fleurs le long de la Seine, masquant la pourriture sous la surface. Camille purgeait une détention provisoire à la maison d'arrêt de Fresnes, son procès pour chantage fixé en mai. Les tabloïds la dépeignaient en Gold Digger enceinte, la sorcière de Lyon cherchant à siphonner l'Empire Vigny. Moi? L'épouse éplorée, posant pour Vogue en robe de maternité Dior, main sur un ventre fictif. La force des femmes dans l'adversité, titrait-il. Antoine, requinqué par la perspective d'un héritier, me couvrait d'attention, échographie truquée, berceau en acajou de chez Christophe. Mais ses yeux trahissaient la peur aux peurs de moi, cette épouse qui avait métamorphosé son monde en cauchemar. Le vrai drame se noua lors d'une visite conjugale à Fresnes. J'y allais seul, par pure cruauté. La salle aux parois grises, l'odeur de désinfectant et de désespoir, Camille derrière une vitre plexiglas, combinaison orange la rendant grotesque. « Ton enfant va bien ?» demanda-t-elle, voix rauque. Je souris, le nôtre. Contrairement au tien, qui n'est qu'un bâtard. Ses yeux s'embuèrent. Pourquoi, Élise? Le lycée est si loin. Loin? Parce que tu m'as tué. Dans l'autre vie. Elle fronça les sourcils, quoi? Je me penchai, oublie. Profite de ta cellule. J'ai veillé à ce que ton avocat soit incompétent. Elle hurla quand les gardiens m'emmenèrent, un hurlement primal qui résonna dans mes rêves. Antoine, ignorant tout, prépara notre réconciliation publique, un dîner caritatif à l'Élysée, en présence du président. Smoking Armani pour lui, robe rouge sang pour moi. Flash, toast au couple uni face à l'adversité. Mais sous la table, sa main tremblait dans la mienne. Plus tard, dans la limousine blindée, il craqua, j'ai payé un privé pour te surveiller. Les hacks, les faux. C'est toi. Silence. Puis, et alors? Il pleura, pour la première fois. Pourquoi ne pas divorcer simplement? Parce que la simple n'efface pas la trahison. Il tenta de m'étrangler, main autour de mon cou, la voiture filant sur les quais. Le chauffeur s'arrêta, intervention divine. À l'hôpital, bleu au cou comme un collier de perles noires, je déposai plainte pour violence conjugale. Fin de la mascarade. Le procès de Camille fut un cirque romain.
Palais de justice bondé, journaliste en meute, public curieux de ce drame de riche. Maître Lefebvre, mon gladiateur, présenta les preuves, enregistrements trafiqués où elle avouait le chantage. Son avocat, un genou dépassé, balbutia. Elle témoigna, voix brisée, c'est Élise. Elle m'a piégé depuis le début. Rire dans la salle. Le juge, femme d'une cinquantaine d'années aux cheveux poivre et sel, arqua un sourcil, preuve, mademoiselle Duval? Aucune. Condamnée à 3 ans, avec sursis pour la grossesse. Elle s'effondra, sanglotant sur le ventre arrondi. Antoine, apprenant ma fausse grossesse un scanner accidentel l'avait révélé, entra en furie. Il contesta le divorce, hurlant en audience, elle est une menteuse pathologique. Mais maître Lefebvre contre-attaqua, preuve de ses adultères, de ses malversations. La fortune Vigny fut gelée, partagée en parts égales, moitié pour moi, via le divorce, l'autre pour une fiducie au nom de elle, l'enfant à naître que j'avortai en secret, un matin gris à la clinique du 7e. Pas de remords. Juste un calcul froid. Camille accoucha en juillet, une fille prénommée Amélie, dans une maternité anonyme de banlieue. Je l'appris par le détective, blonde, yeux verts comme sa mère. Je visitai l'hôpital, bouquet de lys empoisonné à la main. Félicitations, dis-je à travers la porte entr'ouverte. Elle me foudroya du regard, sors d'ici, démon. Mais je déposai une enveloppe, chèque de 50 000 €, pour l'avenir. Geste humanitaire? Non. Acheter le silence. La vengeance culmina en août, lors d'un week-end prolongé à Deauville. Antoine m'invita, pour clore le chapitre. Plage normande battue par les vents, casino Belle Époque, et un dîner au Sakwana où les vagues murmuraient des secrets. Il porta un toast, à nous, Élise. Malgré tout. Malgré? Je bus, le poison métaphorique au bord des lèvres. Cette nuit-là, dans la suite du Normandie, il avoua tout, l'amour pour Camille depuis une expo à Lyon, 5 ans plus tôt, le plan du testament, ourdi avec l'oncle mourant, même le meurtre, dans l'autre vie, délégué à elle pour me libérer. J'étais ton geôlier, murmura-t-il. Je ris, et maintenant, tu es mon prisonnier. Le lendemain, il sauta du balcon de la suite, comme dans ma vie précédente. Mais cette fois, je vis, pas de suicide. Une main l'avait poussé la sienne, ou la mienne? Non, il avait glissé sur le tapis mouillé par la pluie. Ou pas. Le coroner conclut accident, mais les doutes persistèrent. La presse titra, tragédie à Deauville, l'héritier Vigny s'envole. J'héritais de tout, immeuble, vignoble, et une ombre sur l'âme. Camille, libérée sous caution, disparue avec l'enfant. Rumeur, Canada, ou Bretagne profonde. Je la traquais vaguement, par habitude. Mais la victoire avait un goût de cendre. Seul dans le Penthouse place des Vosges, je revivais les hooks de ma renaissance, le couteau, le sang, le rire. Étais-je vengé? Oui. Libre? Non. L'automne 2016 drapa Paris d'un manteau ocre, comme si la ville elle-même pleurait les feuilles mortes de nos vies brisées. J'étais veuve, riche, intouchable, Élise de Vigny-Moreau, la survivante dont le portrait ornait les pages people de elle. Galerie d'art à mon nom, fondation caritative pour victimes de harcèlement et ironie suprême, financée par le butin de la trahison. Mais les nuits étaient des abysses, cauchemars où Antoine hurlait depuis le vide, Camille berçait un fantôme d'enfant, et moi, je tenais le couteau, non plus victime, mais bourreau. Le twist final surgit comme un coup de théâtre maupassantien, une lettre, postée de Quimper, arrivée un matin brumeux. Écriture fine, tremblante, Élise, tu as gagné. Mais sache, l'oncle n'était pas ton allié. Il était mon père. Mon sang se figea. Père? Camille, fille illégitime d'un Vigny? Les pièces s'emboîtèrent, le codicille, la haine pour Antoine le fils légitime, le legs pour réparer les injustices non pas les miennes, mais celles d'une bâtarde humiliée par procuration. Au lycée, j'avais piétiné l'innocente sans savoir qu'elle portait le sang de mes futurs ennemis. Tragédie grecque, j'avais vengé un fantôme contre ma propre malédiction. Je volais à Quimper, train TGV filant comme une veine ouverte. La maison, un cottage battu par les embruns, puait le sel et le regret. Camille ouvrit la porte, Amélie sur la hanche, yeux cernés. Tu viens finir le travail? Je secouai la tête, explique. Assise face à la mer houleuse, thé fumant entre nous, elle déversa, l'oncle, amant de sa mère une servante lyonnaise, l'abandon, l'éducation austère.
Il m'a contacté à 20 ans, m'a promis la fortune. Mais Antoine. Il m'a aimé, puis trahi pour toi. Aimé? Ou utilisé? Et le meurtre? Elle pâlit, son idée. Pour hériter sans scandale. J'ai refusé, au début. Puis, la haine. Haine partagée. Je tendis le chèque, prends-le. Pour elle. Amélie gazouilla, innocente. Camille pleura, pourquoi maintenant? Parce que la vengeance est un cercle. J'ai tué l'adolescente en moi, celle qui t'a brisé. Et toi, tu m'as tué. Équilibre. Pas de pardon, pas d'amitié. Juste une trêve. Je partis, laissant l'enveloppe, le vent atlantique fouettant mon visage. De retour à Paris, je vendis l'hôtel particulier, gardai les vignobles pour le vin, ce sang de la terre. Une nouvelle vie, mécénat pour des bourses anti-bullying, conférences sur la résilience. Mais la nuit, le miroir reflétait la vérité, j'étais revenu pour venger, et j'avais détruit 3 âmes, la mienne comprise. Katerina, la voisine russe, me dit un soir, vodka en main, la revanche, c'est du poison qu'on boit en espérant que l'autre meure. Elle avait raison. Fin. Non. Un matin de 2017, un appel, Camille, voix sereine. Amélie marche. Et toi? Je vis. C'était assez. La boucle se fermait, non en apothéose sanglante, mais en murmure, la trahison engendre la trahison, mais la conscience, peut-être, rachète. Ou pas. Je raccrochais, regard sur la tour Eiffel scintillant au loin. Paris, indifférente, continuait sa danse macabre. Et moi, Élise, j'avais dansé avec les diables et survécu.